pertes matérielles. Alors que les nouvelles autorités annonçaient une montée en puissance contre ces derniers, cette offensive terroriste remet sur la table le problème de la stratégie des forces armées du Burkina Faso pour restaurer la paix sur leur territoire sans le concours des partenaires internationaux. D'où la pertinence de notre interrogation. Le Burkina Faso peut-il véritablement sécuriser son sol sans l'aide de partenaires? Comment ce pays s'inspire de l'expérience réussie du Mali voisin? Quelles leçons finalement pour les autres pays de la sous-région et même du continent africain? Voici autant de questions qui trouveront réponse dans quelques instants. Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde, bienvenue mesdames et messieurs à cette nouvelle édition du Point sur l'actualité. Vous êtes bien sur les antennes de Foyo Média Africa et ce jour nous parlons du pays des hommes intègres. 70 militaires tués en une semaine, c'est vrai le bilan il est vraiment assez lourd. Est-ce que le départ de sabre laisse-t-il des traces? C'est la grande question que l'on se pose ce soir et vous-même, c'est votre question. Vous participez à l'émission quand vous voulez, comme vous voulez, puisque vous nous suivez sur la 96.3 FM, c'est en radio. La même radio qui émet sur Eutelsat qui vous permet aussi de nous avoir sur vos petits écrans à domicile et naturellement Facebook et YouTube qui accompagnent nos internautes pendant ce temps. Nombre d'entre vous ont téléchargé l'application de Foyo Média Africa et tout cela nous honore. Eh bien, vous l'avez compris, nous parlons du pays des hommes intègres et qui mieux qu'un véritable Burkinabé pour en parler avec nous ce soir. Eh bien, vous l'avez compris, nous sommes avec Barthélémy Zaongo en duplex de Ouaga. Bonsoir Barthélémy. On vous reçoit très bien. Ok, vraiment c'est tout un privilège pour moi de faire toujours à côté du Foyo Média pour vraiment décrypter ce qui se passe au plan africain international. Alors donc, je suis Barthélémy Zongo pour tous ceux qui ne le savent pas, je suis un activiste panafricaniste. De façon là, nous avons Bureau Unification, un mouvement panafricaniste qui prône pour la diversification des partenaires géostratégiques. Un mouvement panafricaniste pro-russe qui forme pour, comme je le disais tantôt, afin que le Burkina puisse diversifier ses partenariats. Alors donc, vraiment, je suis très honoré. Alors donc, d'emblée des jeux, vraiment, je tenais vraiment à m'incliner vraiment pour devant tous ceux-là qui ont perdu leur poste et durant ces attaques, récentes au Burkina qui a coûté vraiment la vie à plus de 70 FDS et BDP. Donc, je m'incline vraiment devant ces familles de victimes-là, vraiment, c'est vraiment triste. Mais comme on le dit tantôt, la liberté n'a pas de prix. Alors, donc, je pense que c'est une étape, c'est une transition d'indépendance. Alors, le Burkina est dans cette dynamique. Je pense que progressivement, et en tout cas, la paix reviendra et le pays des hommes intègres. Merci de nous honorer de votre présence, cher Barthélémy Zaongo. Comme vous l'avez dit, nous nous inclinons devant la mémoire de tous ceux qui sont tombés armes à la main pour défendre l'intégrité territoriale du pays des hommes intègres. Un autre qui le fait également avec nous sur ce plateau, c'est notre consultant permanent. Jonathan Batengene est avec nous ce soir comme tous les soirs. Joe, bonsoir. Bonsoir mon frère Bachir Mamaladan, bonsoir à tous les Africains, tous les panafricanistes qui nous regardent et qui sont dans le combat. Nous sommes en train d'arpenter la ligne rouge de notre combat. Nous allons le gagner, ce combat. La victoire est au bout. Toutes nos bases militantes doivent être confortées dans cet objectif. Les pays qui ont rallié le panafricanisme sont nombreux, que ce soit sur le continent ou ailleurs. Ce combat est en train de gagner en puissance. Nous sommes désormais plus que nombreux. Nous constituons certainement la première force de libération dans ce monde où l'humanité est en proie à une hégémonie inhumaine, une hégémonie dévastatrice,
une hégémonie obscurantiste qui agit pour le compte de ce qu'on appelle les forces du mal. Et que les téléspectateurs ne soient pas effrayés. Quand nous disons forces du mal, nous n'entendons pas des lubies au sens de George Bush. Nous entendons un ensemble de forces qui défendent des principes qui visent l'extinction d'une grande partie de l'humanité. Ils ont pour projet de ramener l'humanité à 500 millions d'êtres vivants. Nous sommes la première force de libération qui va permettre à l'humanité d'échapper à ce génocide grandeur nature. Nous saluons tous les techniciens qui participent à ce combat, tout le personnel For You, ainsi que tous les autres médias panafricanistes, la direction générale, les autorités du Cameroun, particulièrement les forces de sécurité et de défense qui travaillent sur une enquête qui est un pan de ce combat. Enquête sur la mort tragique, assassinat de votre collègue Martinez Zogo, qui, nous le répétons encore, est un acte de déstabilisation savamment orchestré par les services étrangers. Et nous n'excluons pas la junte française dans le but de discréditer le service de renseignement camerounais, la DGRE, la justice camerounaise, en mettant en scène et en spectacle ceux qui en incarnent l'autorité, ainsi qu'un ensemble d'autres responsables. Nous ne disons pas ici que c'est le moment de disculper, même si certains responsables peuvent être inculpés dans le cadre de cette affaire. Ces personnes ont détourné les moyens de l'État et n'ont pas travaillé dans le sens de garantir la continuité du service public. C'est un détournement des services de l'État pour des fins personnelles et au profit des intérêts étrangers. Camerounais et tous ceux qui nous suivent doivent prendre cela comme tel. L'État du Cameroun n'est en rien engagé dans cette action de déstabilisation. Ça a été très bien pensé par les acteurs qui ont tout mis en scène et qui nous ont servi ce spectacle qui est étrangement très suivi par les médias du Quai d'Orsay. On se demande bien pour quel intérêt. Et tous les Africains savent que le Quai d'Orsay ne s'intéresse pas à ce qui fait vraiment les intérêts des Camerounais. Nous profitons donc pour demander la libération inconditionnelle et sans délai de notre frère Nestor Potassé. Au Burkina Faso, naturellement. Lui également est arrêté dans le cadre d'une action d'offensive de ses adversaires qui sont en train de mener un travail assez méticuleux dans le cadre de la déstabilisation du Burkina Faso. Ils ont pour objectif de neutraliser Nestor Potassé parce que c'est la du combat panafricaniste aujourd'hui au Burkina. Et c'est c'est le leader de la jeunesse indépendante, la jeunesse indépendantiste, la jeunesse qui veut que les choses changent. C'est la figure même par excellence actuellement du panafricanisme au Burkina Faso. Aux côtés du président Ibrahim Traoré, c'est une force inimaginable qui peut permettre à la révolution burkinabé de continuer sa mue vers le panafricanisme. Ils veulent le neutraliser parce qu'ils connaissent cette influence, parce qu'ils connaissent les capacités de l'homme. Ils sont en train de tout faire pour transformer cela en une affaire d'appel à génocide. Nous tenons à rappeler, et la pétition que nous avons soumise à l'appréciation de nos aînés est en train d'être finalisée. Certainement demain, nous allons adresser à tous les leaders panafricanistes, comme nous l'avons déjà annoncé, le document qui va permettre de montrer le véritable aura de notre frère Nestor Potassé, le véritable aura surtout de la galaxie panafricaniste. Donc notre frère Nestor Potassé, nous disions, il est comme ces résistants africains qui sont allés défendre l'Europe et libérer l'Europe des nazis. Quand De Gaulle appela à combattre les nazis,
à aucun moment il n'a été jugé. Le franc CFA est une monnaie nazie. Nous, panafricanistes, nous restons cohérents avec notre discours. Si le franc CFA est une monnaie nazie, ça veut dire que le pays qui imprime et qui promeut le franc CFA est un pays qui promeut le nazisme. Nous ne pouvons pas décrier les nazis et ne pas agir avec la même cohérence contre les nazis. Ce serait même dévoyer notre combat. Notre frère Nestor Podasi est donc cohérent quand il appelle les Burkinabés à rester vigilants et à se dresser contre les nazis. Nous devons être tous panafricanistes, solidaires de Nestor Podasi. Nous lui disons encore courage là où il se trouve. Courage, chers frères. Courage, grand leader. Tu mérites que ton nom rentre dans l'histoire au Burkina Faso et partout en Afrique. Merci Jonathan Batengene. Eh bien, parlant de Podasi et même du Burkina Faso, surtout du Burkina, nous avons donc un autre de ses leaders. C'est donc Barthélemy Zaongo qui est avec nous. Barthélemy, le pays est encore frappé par des deuils, de nombreuses attaques qui se font cette fois-ci à répétition, depuis le départ annoncé, depuis le départ actif de la force Sabre du côté du Cambouansin. Finalement, comment vous expliquez cette recrudescence de violence, sinon de meurtre? Vous m'entendez? On vous reçoit. Ok, donc merci infiniment pour cette question pertinente. Alors, donc, je pense que les attaques récurrentes du Burkina Faso suite au départ de la force Sabre au Burkina me rappellent ce qui s'est passé avec la situation malienne. Je me rappelle quand les Maliens se sont levés, main dans la main pour chasser la force Barkhane au Mali. Alors, les semaines après les manifestations pour le départ de la force Barkhane, on a vu vraiment une recrudescence des attaques djihadistes, des attaques multiples au niveau du Mali. Alors donc, ce qui se passe actuellement au Burkina Faso est en quelque sorte le reflet de ce qui s'est passé au pays de Modibo Keïta. Alors, donc, c'est comme je disais tantôt, nous sommes dans une transition d'indépendance. Alors, la force Barkhane n'était pas là au Burkina pour nos beaux yeux. La force Barkhane était là, a mis la pression. Les Français, en son temps, au temps de Keïta, et les Français ont mis la pression pour s'installer au Burkina, pour propager les agendas géopolitiques, pour implémenter les plans géomilitaires au niveau de la sous-région. Alors, donc, avec l'arrivée de Ibrahim Traoré, qui est dans une dynamique panafricaine, qui est dans une position d'aller vers l'autodétermination, qui est dans une vision et d'aller progressivement vers vraiment ce que je disais, l'autodétermination. Donc, je pense que cela est en train de se passer parce que le Burkina a pris la décision de couper le cordon ombilical qui le liait avec la France. La France n'est plus une puissance. Voilà. Donc, c'est en quelque sorte un repli. Voilà. C'est une contre-attaque de la France pour montrer qu'ils sont toujours importants, ils sont toujours dans cette vision-là de recoloniser le continent africain. Alors, mais ce que je vais dire dans ce cas de figure-là, les attaques qui viennent de se passer au Burkina ne sont que la partie visible de l'iceberg. Ce qui est en train de se passer, j'ai en quelque sorte quatre éléments que je voulais décrypter. 4 faits que j'ai un peu remarqués, je tiens vraiment à donner ces éléments d'explication. Parce que, l'éclaircissement, je veux dire. Et premièrement, vous vous êtes rendu compte que la France, en ce moment, Macron avait dit qu'il avait l'intention de se débarrasser de la force Barkhane au niveau du Sahel. Il avait l'intention vraiment de retirer progressivement la force Barkhane. Alors, ça c'est un premier fait. Deuxième fait, récemment, au niveau des médias français, au niveau de France 24, on a parlé de rebelles terroristes. Alors, ça doit citer quand même tous les panafricains. Rebelles terroristes, ça veut dire quand même qu'il y a quelque chose qui se plante, il y a quelque chose qui est en vue, il y a quelque chose qui est en train de se programmer en partenariat avec la puissance colonialiste, l'ancienne puissance colonialiste qui est la France. Alors, donc, troisième fait, c'est le Niger. Le Niger est infesté de terroristes, il faut le dire objectivement. Le Niger, tant qu'il n'y a pas de cataclysme politico-géopolitique au Niger, ça sera difficile. Même si nos États, même si Ibrahim Traoré, même si Assimi Goïta
ils ont vraiment le courage, même s'ils ont le soutien de leur population, tant que le Niger sera toujours dirigé par le dictateur et qui se nomme, je ne vais pas citer son nom, je pense que la sous-région africaine, la sous-région ouest africaine sera toujours menacée parce que le Niger n'est pas là pour les intérêts du Burkina, le Niger n'est pas là pour les intérêts de la sous-région, globalement, le Mali et puis les autres pays. Donc, c'est le troisième fait. Quatrième fait, il y a l'Azawad. Alors, je pense qu'à l'heure où nous en sommes, le l'Azawad n'est pas sûr du côté de l'Azawad est toujours contrôlé par les djihadistes. Moi, je les appelle des djihadistes parce que, voilà, la partie qui n'est pas dirigée par Assimi Goïta, ce sont des djihadistes. Alors, donc, il faut impérativement que le Niger lance, le Mali lance une attaque d'envergure, comme ce qui s'est passé avec le Cameroun de Paul Biya, en repli aux indépendantistes qui se sont levés pour demander leur indépendance au niveau du sud-ouest du Cameroun, voilà, et l'Ambazonie. Il faut incessamment que le Mali arrive vraiment à chasser ces gars-là. Sans cela, le Burkina sera toujours attaqué. Alors donc, je pense que ce qui est en train de se passer, comme je le disais tantôt, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Il y a quelque chose d'important qui est en train de se préparer. Alors, cela vraiment est à prendre au sérieux. Le soutien de la population, le courage de nos deux présidents, Assimi Goïta et puis Ibrahim Traoré, ce courage-là n'est pas suffisant. La France est en train de préparer des djihadistes qui vont imminemment attaquer, à lancer une attaque d'envergure. Et cela vraiment va couper probablement couper le Burkina en deux ou bien en même temps comme ce qui s'est passé au niveau de l'Azawad et pousser maintenant nos États à négocier avec ces rebelles terroristes qu'ils ont surnommés au niveau de la France 24. Alors donc, grosso modo, moi je dis que c'est pas quelque chose, c'est comme je le disais tantôt, c'est quelque chose de normal. La France est en train de sortir, la France est en train de revenir, la France est en train de préparer son plan B parce que la France ne peut pas laisser le Sahel parce que ce qui se passe actuellement en Ukraine n'est que le reflet de l'Occident face aux intentions du monde multipolaire de s'imposer. Alors donc, grosso modo, le Mali, le Burkina Faso gagnerait vraiment à ce qu'il y ait un cataclysme au Niger. Et le Mali gagnerait également à lancer une attaque d'envergure contre ces djihadistes qui sont au niveau de l'Azawad. Sans cela, avec la complicité des Occidentaux, le Burkina sera toujours attaqué, même si vraiment on a le soutien, les deux présidents ont le soutien de leur population, et même si vraiment ils ont vraiment ce courage-là pour lutter efficacement contre les groupes terroristes qui sévissent vraiment dans la sous-région. On a écouté Barthélemy Zaongo et ses propos quand même se résument au fait que tant que les deux pays n'auront pas réglé la question de l'Azawad, ils seront toujours en danger. Parlant des deux pays, vous comprenez bien, du Mali et du Burkina Faso. Et donc, il a d'abord dit au départ, en tant que le Mali n'aura pas réglé la question de l'Azawad, le Burkina sera aussi sujet à des attaques perpétuelles. Et donc, finalement, est-ce que vous partagez cette lecture? Peut-être. Mais il faut noter que l'Azawad même, c'est pas l'Azawad. L'Azawad, c'est un vieux document des années 56, une lettre qui avait été préparée par la jeune française pour préparer un élément de partition du Mali au cas où. Bien sûr, avec le potentiel en ressources naturelles dans cette région jusqu'à la frontière algérienne, qui pourrait passer sous le contrôle de la jeune française. C'est ça l'objectif. Donc, c'est pas l'Azawad. Alors, dans ce cas, comment vous expliquez ces attaques? C'est une guerre de proxy, c'est un peu comme en Ukraine. Il y a l'Azawad officiellement. Mais derrière, il y a la jeune française avec ses conseillers, ses experts militaires qui apportent leur soutien et puis l'armement. Mais la jeune française, elle a quand même pris bagage. Et on se souvient, la task force Sabre, elle est partie. Il n'y a que quelques dizaines d'hommes qui sont encore sur place. Yaragali, quand il a fait sa dernière réunion avec les chefs du CMA, il a rassuré qu'ils étaient en train d'être revigorés, que ce soit en matériel ou en homme. Où est-ce qu'ils prennent ce matériel?
Vous nous le dites. J'imagine bien que dans le désert, peut-être qu'on peut transformer les dunes de sable en mitrailleurs. Bien quelques pierres peuvent devenir des roquettes ou des missiles. C'est bien ça qu'on veut nous faire croire. Non, Yad Arali est approvisionné en armes. Et s'il faut s'en tenir au discours du président Buhari, plusieurs armes du Boko Haram viennent aujourd'hui d'Ukraine. Une bonne partie, selon le rapport même de l'OSCE, une bonne partie, et même de plusieurs médias occidentaux, une bonne partie du matériel envoyé en Ukraine disparaît au marché noir. Et ça va où? Il n'y a pas de trous noirs sur la terre, des zones où les biens peuvent disparaître, et puis bon, ce n'est que par la physique, l'astrophysique qu'on pourrait nous l'expliquer. Non, ça n'existe pas. Ou bien un lieu où un vortex, comme on voyait dans des films de science-fiction. Il n'y a pas ce genre de lieu sur la terre. Donc en Ukraine, ce n'est pas le matériel qui se dissipe de manière surnaturelle. C'est du matériel qui est détourné. Donc on ne peut pas parler même de disparition. Il y a détournement du matériel d'aide européenne, d'aide otanienne à l'Ukraine, qui est envoyé sur d'autres théâtres d'opération. Lesquels donc? Il faut regarder dans les foyers, les grands foyers de tension actuels, et surtout les zones de déploiement des terroristes. Si le président Buhari peut nous dire que, et il l'a dit de manière claire au mois de janvier, il y a de cela un mois, il disait que le matériel qui sort d'Ukraine va directement là-bas. Donc si le matériel d'Ukraine est là-bas, ça veut dire que le matériel d'Ukraine aussi va se retrouver. Mais si Sabre est parti, cher Batenguini, comment on explique justement cette montée en puissance des terroristes? La France n'a jamais caché, la jeune Française n'a jamais caché que après son départ au Mali ou bien au Burkina, c'est le chaos derrière. C'est la cohérence de son discours. Si même les terroristes ne pouvaient pas créer le chaos, il faut leur donner la capacité de le créer. Il faut rendre concret ce discours. Quand vous regardez encore le relais de ces attaques, prenez vos téléphones, pour ceux qui sont en train de regarder l'émission, allez sur Google ou bien sur le moteur de recherche de votre choix et regardez. 98% des médias qui relaient ces bilans, c'est les médias du Quai d'Orsay. Mais quel est l'intérêt du Quai d'Orsay à rapporter les faits des terroristes? Est-ce que ce serait une manière de dire au Burkina, au Burkinabé, faites attention? Est-ce que ce serait une manière de dire à l'État du Burkina, nous savons ce qui se passe? Est-ce que c'est simplement parce qu'il faut informer l'opinion française? Qu'est-ce qu'elle a même à foutre des attaques au Burkina? Je ne sais pas. Cet intérêt dénote de ce que la jeune Française est en train de communiquer sur la cohérence de son discours. Si nous partons, il y aura le chaos là-bas. Conséquence, ils sont partis, il y a le chaos effectivement. C'est ça l'idée derrière. Et elle est même pernicieuse, cette idée. Donc, les terroristes sont en train d'être requinqués. On leur redonne du matériel. On leur file des informations et on coordonne leur action comme le Premier ministre Choga Goka Maïga nous l'a toujours dit. Et c'est la jeune Française et ses alliés qui sont à la manette. Alors nous parlons d'une guerre de proxy. Une guerre de proxy, c'est-à-dire une guerre par intermédiaire, parce que dans le propos de mon frère Zango, il y a effectivement les éléments de cette guerre de proxy. Le premier élément, c'est que on trouve un territoire qui est de manière tout à fait factice, un territoire qui serait en belligérance, ou bien qui serait en situation de quasi-belligérance avec le Mali. On crée une zone qui est une zone propice au développement de la belligérance, du conflit. C'est l'Azawad. On installe dans cette zone des acteurs qui sont armés, qui sont épaulés par des forces étrangères. Et on donne les moyens à ces gens de nuire aux forces locales, aux gouvernements locaux. Il
il a raison, M. Zaongo. Il faut une action cohérente de l'armée malienne et puissante pour que cette zone de quasi-belligérance qui a été créée sur son territoire. Il faut ramener dans ce territoire le contrôle, nous n'avons pas dit seulement la paix, le contrôle de l'État malien. Oui. C'est-à-dire au-delà de la paix, il faut le contrôle. Parce que la paix peut être négociée en disant non, on vous laisse là-bas, vous faites... Et le président ATT l'avait fait, Amadou Toumani Touré. Il avait laissé ces gens dans leur zone. Et l'armée malienne n'était pas déployée. Non, il faut arrêter avec... Il faut que l'armée malienne y soit. Que les sous-préfets, les préfets, les gouverneurs maliens y soient. Que l'État malien contrôle ce territoire. Parce qu'il s'agit du Mali. Il faut un contrôle malien de ce territoire. Ça demande un travail qui va être fait. Et pourquoi, pour nous, ce travail risque de nous entraîner dans une guerre? L'Occident en pleine chute. La Zawad et la potentielle guerre qui peut se faire dans la Zawad, c'est la guerre de survie de la jeune française en Afrique. Parce que le Mali n'a pas encore mené sa guerre physique avec la France. Ça a commencé de manière sporadique. Mais sur le territoire de la Zawad, on risque probablement d'assister à un affrontement entre les deux forces. Et les Africains n'ont pas encore gagné militairement la France. Psychologiquement, la jeune française n'a pas encore intégré que les Africains sont plus forts. Eux, ils ne raisonnent que par le langage de la force. Je ne dis pas parce que moi j'aimerais la force. Mais si vous prenez tous les grands philosophes occidentaux et surtout ceux qui sont fondateurs de leur théorie, de leur géopolitique, de leur théorie politique et des relations internationales, vous prenez Emmanuel Kant qui est le fondateur de l'ordre pacifique international, l'ordre pacifié international. Il dit qui veut la paix prépare la guerre. Et il dit que c'est l'équilibre des terreurs qui ramène à la paix. Donc les gens ne deviennent pas pacifiques parce que vous êtes simplement un bon pasteur ou bien un bon imam. Ils deviennent pacifiques parce qu'ils constatent que vous avez la capacité de les ramener à la raison. Or, cette capacité vous est donnée par la puissance au sens militaire du terme. Donc, avec des adversaires qui ont ces principes comme principe même de mouvement dans l'espace international, vous ne pouvez pas simplement attendre qu'après des manifestations pacifiques, après avoir éliminé quelques-uns de leurs terroristes, vous allez leur faire peur. Il faut que la France sente, il faut que la jeune Française sente qu'en Afrique désormais elle a affaire avec une génération de gens qui sont plus puissants même militairement qu'elle. Parce qu'ils n'ont pas peur de nous pour l'instant. Parce qu'ils se fient encore à l'histoire. Ils croient que l'histoire où ils ont massacré les résistants, où ils ont tué les indépendantistes, où ils ont tué les défenseurs des libertés africaines, ils se disent que cette histoire est encore pendante. Et ils se disent qu'ils ont encore un coup à jouer. Non, il faudra que les Africains se préparent à mener cette guerre. Cette guerre, on ne peut pas l'éviter. Elle se fera, mon frère Bachir. Elle se fera. Et les Africains doivent se dire que nous sommes en plein dans le ventre, en train d'entamer le ventre dur de cette affaire. Le panafricanisme n'est plus simplement une affaire où nous allons discuter comme ça à la télé. Je suis sûr, Bachir, que vers là où on va, ils vont bientôt lancer des offensives contre les médias panafricanistes. Parce que nous rentrons dans l'étape dure, où le combat sera à la fois ici sur les plateaux et sur le terrain, avec leurs acteurs directement. Et, comme l'a dit mon frère Zaongo, la question de la Zawad sera un des terrains où on aura une guerre, où on risque d'avoir une guerre, comme on l'a eu en Ukraine. C'est-à-dire, les forces libératrices de l'Afrique affronteront les forces obscurantistes mondialistes avec comme élément d'intermédiaire sur le territoire des citoyens africains. Nous devrons passer par là. C'est une étape de notre libération. Le Burkina, certainement, ne restera pas en retrait et attendra que le Mali fasse ce travail. C'est pourquoi la fédération Burkina-Mali-Guinée est une opportunité pour l'Afrique. Parce qu'avec ces trois pays,
la question de l'Azawad sera réglée beaucoup plus facilement. En face, ils auront une coalition africaine. Et nous demandons encore aux autorités, nonobstant la libération de notre frère Nestor Podacier, demandons aux autorités burkinabè d'aller à la fédération avec le Mali et la Guinée-Conakry et qu'ensemble ces pays résolvent la question de l'Azawad. Ça se fera certainement. Avant de retourner vers Barthélemy Zaongo, l'un de ses compatriotes est au bout du fil. C'est Koulibaly. Koulibaly, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très bien, Koulibaly. On vous écoute. Alhamdulillah. J'appelle vraiment pour vous féliciter et puis dire à Bategele que vraiment je le suis pour tout ce qu'il fait pour notre frère Podacier. Et vraiment, nous demandons sa libération immédiate et sans condition. Et que la gente française se tienne pour dire, quel qu'en soit X, ils ne seront plus les bienvenus au Burkina. On va les chasser de toute l'Afrique. La lutte continue, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Du courage à vous tous. Et je salue la direction de For You et tous ceux qui travaillent là-bas. Et tous les panafricains, je leur souhaite beaucoup de courage. Et bonne soirée, bonne continuation. Vous, cher Koulibaly, depuis le pays des hommes intègres, Barthélemy Zaongo, le Burkina peut-il véritablement sécuriser son sol sans l'aide de partenaires extérieurs surtout? Là, à l'instant où nous en sommes, je leur propose de combattre cette situation à l'ultimement partout. Alors, moi, je vous dis que la guerre n'a pas encore commencé au Tchad. Ce qui est en train de se passer, comme je le disais tantôt, ce n'est que la partie du de l'iceberg. Ce sont des groupes djihadistes qui sont en train de, en partenariat avec les Occidentaux. Mais la vraie guerre n'a pas encore. En réalité, l'Occident veut déstabiliser, l'Occident veut affaiblir la Russie. Parce que comme la Russie est actuellement un allié du Mali et puis du Burkina Faso, ils veulent affaiblir Poutine au niveau de l'Ukraine. Et maintenant, lorsque le Mali va lancer une attaque d'envergure contre l'Azawad, ça ne sera pas des groupes d'adresse, ça sera contre l'OTAN. La guerre au niveau du Sahel, ça sera le Mali contre l'OTAN et le Burkina contre l'OTAN. C'est ça. Les rebelles que la France 24 a eu à parler récemment, ce sont des groupes rebelles que l'OTAN va encadrer récemment et incessamment. Alors, donc la vraie guerre n'a pas encore commencé. Et le Burkina ne pourra pas gagner cette guerre, objectivement par là. Il faut un allié stratégique. Donc, malheureusement aussi que l'allié stratégique qui est Moscou est en train d'être menacé, est en train d'être torpillé au niveau de l'Ukraine. Donc, objectivement, ce que vraiment je pense, c'est de ne pas aller beaucoup plus rapidement en besoin avec l'Occident. Il faut beaucoup plus de la Russie. Voilà. Ce que moi je pense, et les pays africains gagneraient progressivement à aller dans cette dynamique-là de fédération, une fédération progressive, et de ne pas commencer à attaquer les groupes djihadistes au niveau de l'Azawad. Si le Mali à l'heure commence à attaquer, le Burkina va subir incessamment le même sort. Et à l'instant T, je ne pense pas que le Burkina et le Mali pourraient tenir face à l'OTAN. Parce que quand on parle de l'Azawad, les groupes terroristes, l'Occident est là maintenant. L'Occident est là pour répliquer. Parce que ce qui est en train de se passer au niveau de l'Ukraine, l'Occident ne va pas le tolérer au niveau du Sahara, au niveau du Sahel. Alors, donc, mais dans l'immédiat, Barthélemy, dans l'immédiat, il faut bien trouver une solution à ces meurtres, ces assassinats de militaires et même des VDP que l'on voit tous les jours au Burkina Faso. Oui, nécessairement, parce que il faut une solution immédiate. Alors maintenant, que faire? Parce que le Burkina aussi est en train l'armée burkinabé est en train de remonter, parce qu'avec ce qui s'est passé avec le régime de Blaise Compaoré et puis l'incohérence de la transition de Damuba, l'armée burkinabé a beaucoup régressé. Et c'est avec l'arrivée d'Ibrahim Traoré que les choses sont en train de se relancer. Alors, donc, objectivement parlant, moi, je suis dans une dynamique de voir la réalité en face. Objectivement, l'Occident est en train de jouer sa dernière carte. L'Occident est en train de... Actuellement, les Américains, ils observent et disent que le Burkina a besoin d'un partenaire fiable, le Burkina a besoin... En fait,
tous les Occidentaux sont en train d'observer ce qui va se passer au Burkina. Mais l'armée burkinabé, à l'instant T, avec le logistique là, ne pourra pas vraiment contre-attaquer sans un allié, sans en tout cas un appui avec le Mali et voire peut-être le pays de Dadis Camara, le pays de... La Guinée. La Guinée. Voilà, il faut que la Guinée vienne en renfort. Maintenant, je ne sais pas quel jeu la Guinée va beaucoup jouer parce que, bon, Doumbia, le jeu de Doumbia, je ne le trouve pas tellement grand, objectivement parlant. Voilà. Mais bon, tout porte à croire que dans une fédération, espérant que, bon, parce que la façon dont Doumbia a été monté au pouvoir, bon, ça me laisse toujours des sentiments du temps. Mais je pense que si la Guinée va vraiment venir en renfort, peut-être que ça pourra apaiser un temps plus. Mais à l'instant T, le Burkina, le Mali gagnerait à aller dans une sorte de ruse politico-diplomatique avec l'Occident, le temps que l'allié stratégique qui est Moscou puisse avoir beaucoup d'énergie pour venir en renfort, parce que ce qui va se préparer, ce qui est en train de se préparer au Sahel, ça sera une guerre d'envergure. Parce que c'est l'Occident qui joue sa dernière partie. Très bien. Alors, retournons aux appelants avec Sidi du Bénin. Sidi, bonsoir. Oui. Oui, bonsoir, monsieur Bastien. Bonsoir, Sidi. Mes considérations à tous vos invités. Merci bien. Je confirme aujourd'hui que Bastien, vous êtes vraiment le meilleur journaliste au monde. Ce n'est plus un doute. Parce que le sujet que vous avez amené, c'est un sujet vraiment d'actualité et qui mérite d'être discuté. Permettez-moi, Bastien, avant d'aborder n'importe quel sujet, de rendre hommage à un grand homme vivant qui est aujourd'hui injustement emprisonné et qui est responsable aujourd'hui de ce départ des militaires de la force sabre française du camp de Cambouachien au Burkina Faso. Je veux parler du camarade de la PJP, section du président Nestor Podassé. Aujourd'hui, si le départ des forces sabres du côté de Cambouachien a été possible, c'est grâce à la ténacité de Nestor Podassé, qui a toujours dénoncé dans toutes les télévisions panafricaines en Afrique ici, c'est ce qu'on appelle cette force d'occupation française. Voici, revenons-en à notre sujet d'actualité. Je peux paraître un peu sadique, mais permettez-moi d'emprunter Voltaire à ce niveau. Parce qu'ils peuvent en tuer plus de 70 ces petits n'ont qu'à tuer 500. Parce que, rappelez-vous, Bassi, au niveau du Mali, lorsqu'on avait demandé leur départ, c'était le même scénario. La France ne change jamais. Qu'est-ce qu'ils veulent nous faire comprendre là? C'est que lorsque la France n'est plus là, on ne peut plus s'occuper de notre propre sécurité. C'est ça, ils veulent, c'est ça. C'est le signal qu'ils donnent. Vous regardez, on donne un signal à la communauté dit autoproclamée internationale que bon, voilà, comme les forces françaises sont en train de quitter, l'insécurité grandit. Donc, et le Conseil de sécurité va vite ce qu'on appelle se pencher sur la question du Burkina Faso et nous imposer encore une fois ces forces françaises. Alors que les choses sont révolues, Bachi. Aujourd'hui, le maître du jeu, ce n'est plus ce qu'on appelle l'Occident ni ses amis criminels américains, mais plutôt la Russie, la Fédération de Russie de Vladimir Poutine. Rien ne passera encore au Conseil de sécurité contre les Africains grâce à cette Russie. Donc franchement, le chien aboie et la caravane passe. Nous allons faire notre deuil, mais ils repartiront, comme on appelle, chez eux dans leur territoire. Aujourd'hui, nous dénonçons cette criminalité parce que nous savons que c'est la France qui l'a organisée, sans aucun doute, à travers ces mercenaires ou terroristes, comme on appelle communément appelés djihadistes. Ils ont organisé l'assassinat de nos frères. Que le repose en paix. Mais que ce combat nous irons, c'est-à-dire la libération complète
définitive qu'on appelle de l'Afrique. Quel que soit le prix, on peut passer aujourd'hui jusqu'au prix du sang. Aujourd'hui, nous qui parlons, nous n'avons pas peur de mourir. Nous recevons bien sûr les pressions, mais nous on s'en fout. L'Afrique d'abord et le reste après. Nous allons mourir aujourd'hui pour que nos enfants vivent bien demain. Bachir, je remercie, je ne peux pas finir sans remercier le président, le digne président patriote Paul Biya, grâce à qui aujourd'hui le panafricanisme est devenu ce qu'il est. Et nous lui demandons encore longévité pour qu'il puisse nous accompagner, qu'on appelle dans ces genres d'actions. Que Dieu bénisse le panafricanisme. Vive Afrique Média and all the world, on our view of the world. Merci à vous, cher Sidi. Depuis le Bénin, on reste au téléphone. C'est Lamine Diop qui nous appelle depuis Genève en Suisse. Lamine, bonsoir. Il est 19h24. Lamine Diop, vous nous recevez? Je crois. D'accord. Il est 19h24. Alors, je crois que Lamine a des petits soucis avec... D'accord, prenons Mohamed de Londres et on reviendra à Lamine tout à l'heure. Le temps pour lui, pourquoi pas, de se mettre dans un endroit un peu plus audible. Mohamed, bonsoir. Salam alaikum, Bachir. Wa alaikum salam. Bonsoir, Oncle Joe, l'Europe. Oncle Joe. Bonsoir, le point d'ancrage du combat. Et je salue mon frère du Burkina. Mais j'ai fait une petite remarque là. Après, quand mon frère du Burkina a commencé, il n'a pas dénoncé l'arrestation de Nelson Condorcet, non, ni demandé sa libération. Non, c'est comme s'ils ne font pas partie des mêmes associations de libération du continent. C'est comme si l'arrestation de son frère ne lui dit rien. C'est une attitude que je dénonce. C'est une remarque que je suis en train de lui faire. Parce qu'il faut que nous soyons solidaires, quels que soient les autres. Parce qu'eux, ils sont solidaires, quel que soit ce qu'ils vous font. Ils peuvent vous tuer, ils sont solidaires. Ils sont solidaires dans le crime, dans le meurtre, dans l'abjection, dans la malédiction. Ils sont solidaires. Donc il faudrait que nous soyons solidaires. Avant que je ne commence mon intervention d'aujourd'hui, j'aimerais savoir quand est-ce que l'Afrique va commencer par punir de façon exemplaire les traîtres. Je veux savoir, à quand est-ce que l'Afrique va commencer par prendre des mesures très rigoureuses, dures et extrêmes contre les traîtres du continent. Donc, ce disant, 70 morts. 70 morts, là, il n'a rien à dire. Et ce n'est que la France, la main noire de la France derrière la mort de ces gens-là. Donc, ce que moi j'aimerais dire, la France doit avoir honte. La France doit avoir honte qu'après 60 ans de coopération, nos armées soient à ce niveau-là. Parce que qu'est-ce qu'on assiste? On assiste la misère dans tous les domaines. Tous les domaines. Regardez tous les États, les anciennes colonies françaises. Regardez ça. Est-ce que la France fait son examen de conscience? Est-ce qu'il arrive à la France de faire son examen de conscience? Et nous aussi, nous les Africains, nous devons nous fonder sur quand même les résultats pour demander à la France de partir. Nous devons exhiber ces résultats publiquement. Mais nous remarquons que c'est un pays par là qui dénonce. Et il n'y a personne pour les supporter. Regardez le traître qui est élu à la tête de l'Union africaine. Excuse-moi, hein, moi je le dis, hein, c'est franc. Hein, moi je suis franc, je dis les choses telles quelles. Regardez le traître qui est élu à la tête de l'Union africaine. Après, vous allez voir ce qu'il va produire. Vous avez vu ce que Mahamat, comment on l'appelle là, le secrétaire là, le Tchadien là. Vous avez vu ce qu'il a fait? Il a donné le statut d'observateur à l'Israël sans prendre pas les canaux ou bien sans prendre pas la procédure normale d'acceptation, bien d'accréditation de statut particulier, bien de statut d'observateur à l'Union africaine. Il a donné ça à l'Israël. Et ils étaient restés là tout le temps à ne pas lui tirer les oreilles ou bien le ramener à l'ordre. Et après maintenant, on a quelqu'un qui vient à la place d'Israël à la réunion et c'est en ce moment maintenant on fait sortir le monsieur. Vous voyez, nous les Africains, comment nous réagissons?
Vous voyez comment nous réagissons? Est-ce qu'on peut continuer comme ça? Bachi, permets-moi cette petite digression. Permets-moi cette petite digression. Donc, moi, je dirais franchement au capitaine président du Burkina Faso, sa coopération, s'il veut être avec la Russie, il n'a qu'à être avec la Russie. S'il ne veut pas être avec la Russie, il n'a qu'à laisser la Russie tranquille. Parce que moi, je n'aime pas ces Africains qui ont un pied dedans, un pied dehors, là. C'est des gens qui sont très en demi-teinte et autres, là. Vous avez vu le Mali? Vous avez vu la ligne du Mali? Comment maintenant le Mali peut être dans une fédération avec ces gens-là? Des gens qui ont un pied dedans, un pied dehors. Quelles sont ces attitudes-là? Tu veux être noir, tu es noir. Tu veux être blanc, tu restes blanc. Tu ne peux pas être semi-blanc, semi-noir. C'est l'attitude des traîtres. Il faut que ça cesse en Afrique. Il faut que l'Africain prenne la mesure de ce qui est en train d'arriver au monde. Que le monde n'est pas un monde je suis gentil, je suis hospitalier. On veut coopérer encore avec la France. C'est du n'importe quoi. Ce qui est en train d'arriver au peuple burkinabé, ce sont les conséquences des inconséquences de leurs dirigeants. Donc ils n'ont qu'à les faire partir. Si des gens ne peuvent pas arriver pour assumer, pour leur sécurité, ils n'ont qu'à partir. Parce qu'il est là, il est en train de faire, selon moi, il est en train de jeter de la poudre aux yeux au Burkinabé. Merci Bachi. Merci Mohamed. For You Media, another view of the world. Another view of the world, c'est bien sûr le slogan de notre chaîne panafricaine. Nous restons au téléphone. C'est Gallo Célie. Cher ami Gallo, bonsoir. Hier, on n'a pas pu vous avoir et aujourd'hui, le miracle se produit. Vous avez la parole. Gallo Célie, vous m'écoutez? Alors, je n'ai pas le retour audio de Gallo. J'espère que tout va bien de l'autre côté. Retournons vers Lamine Diop pour voir ce que ça donne par là. Lamine, bonsoir. Bonsoir, M. Bachir. Bonsoir l'ensemble des téléspectateurs et d'auditeurs de Foyou, ainsi à votre régie technique. Bonsoir, M. Zaongo, M. Batengene. Absolument en phase avec M. Batengene à propos de Nestor Poda CDR. Je reviendrai un petit peu plus tard là-dessus. Effectivement, Bachir, l'armée française a quitté le Burkina Faso. Cela est à la fois positif, constructif pour le gouvernement et le peuple burkinabé. Et oui, ah oui, il faut le dire. Bien entendu, l'armée française s'en va pour des accords politiques majeurs avec le nouveau gouvernement. Mais selon moi, le nouveau gouvernement burkinabé est plein de paradoxes. Cohérent patriotiquement, précipité politiquement, le paradoxe est que peu de temps après le départ de l'armée française, des rumeurs ont commencé à circuler sur l'apparition des soldats russes sous pavillon Wagner au Burkina Faso. Certes, dans le même temps, malgré le retrait du contingent militaire français, ce même gouvernement accorde à la France à conserver toujours un levier économique sur Ouagadougou. Donc, paix à leur âme. Ce triste et malheureux bilan de soldats tués juste après le retrait de l'armée française n'est pas vraiment une surprise. Pour moi, peut-être un certain paradoxe sur les prises de décision de ce gouvernement et d'ailleurs l'arrestation d'un jeune patriote et panafricain, comme le dit d'ailleurs, le souligne M. Batengene, le démontre assez bien. D'ailleurs, à propos de Nestor Poda, c'est qui mieux que lui incarne la passion nationale pour la politique patriotique et panafricaine au Burkina Faso en ce moment. Depuis des mois, il a commenté et mobilisé avec la même gourmandise l'éveil de conscience au Burkina Faso qui, entre autres, a permis le départ de l'armée française au Burkina Faso. Reste qu'il existe une contradiction, oui, tout simplement une contradiction permanente entre l'ambition de la politique patriotique panafricaine et ses résultats au Burkina Faso. Cela s'explique en partie par des maladresses ou des erreurs gouvernementales. Cela tient également à la prodigieuse lourdeur bureaucratique spécifique à l'état-major burkinabé, à la marée continue des normes et des circulaires, à la contradiction absurde entre les généraux restant au bureau à Ouagadougou et ceux qui se battent au front. Tout cela, voyez-vous mon cher Bachir, se complique inexorablement avec le retrait du contingent français qui, à mon avis, rend plus difficile la lutte des soldats burkinabés
au front momentanément. Mais une réorganisation politico-militaire profonde pourrait être la clé du succès, comme au Mali, par exemple. Merci, belle fin d'émission. Ciao. Ciao Lamine Diop. Le téléphone reste ouvert pour un autre de nos appelants. Depuis les États-Unis, c'est Jean Sakponou. Jean, bonsoir. Jean Sakponou, vous m'écoutez? Alors, je crois qu'il y a un tout petit souci avec nos appels du côté de Skype. Jean Sakponou, et puis tout à l'heure, c'était Gallo Sili. Bon, peut-être réessayer par un autre canal, ce sera peut-être plus accessible. On prend un autre. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, allô? Bonsoir, cher ami. Allô? Allô, vous m'entendez? Je vous reçois très bien. Vous avez la parole, allez-y. Bonsoir, cher ami. Allô, vous m'entendez? On vous entend très bien, allez-y, parlez tout simplement. Ok, bonsoir Bachir, bonsoir Jonathan. Et en fait, moi je voulais bien avant de commencer pousser un coup de gueule par rapport au gouvernement malien et burkinabé qui jusqu'alors ne réagissent pas face à l'arrestation de notre combattant, notre guerrier Nestor Podacé. Ils ont tout à gagner en le libérant très rapidement plutôt que d'avoir tout le peuple africain à dos. Nous, les panafricains, sommes déjà debout. Et nous ne pouvons pas tolérer qu'un d'entre nous soit menacé ou même encore enfermé, arrêté et enfermé à cause de ses prises de position. Nous savons très bien que des gens disent des choses qui peuvent les amener à comparaître, mais qui ne sont jamais interpellés. Je prends l'exemple tout simplement d'un vrai et, comment dirais-je, valeureux journaliste, si on peut le dire comme ça, des mainstream en France, qui en pleine émission se permet de dire comment faire pour assassiner Poutine. Il n'a jamais été condamné. Et personne n'a jamais rien dit à ce sujet. Et plusieurs généraux et tout arrivent à dire des choses pareilles et on leur fait absolument rien. Je ne comprends pas pourquoi on peut traquer mon frère Podacé, parce qu'il a tout simplement dit au conditionnel, si jamais, et c'était au conditionnel, et puisque cela ne s'est pas fait, je pense qu'il devait être relâché le plus tôt possible. Si les autorités burkinabées sont à l'écoute, je dis que c'est plus sage pour eux et c'est vraiment beaucoup plus gagnant pour nous dans la lutte pour pouvoir avancer, de libérer rapidement Nestor Podacé pour qu'il puisse continuer à mobiliser et à faire avancer la lutte, parce que depuis son arrestation, nous voyons que le combat s'est un peu émoussé du côté du Burkina, et c'est justement ce que voulaient ces impérialistes, ces criminels en col blanc, et nous ne pouvons pas tolérer cela. Qu'ils le lâchent rapidement afin qu'ils puissent continuer la lutte et que le peuple burkinabé nous apporte cette libération dans l'alliance que le Premier ministre est en train de tisser avec, je dirais, le ministre des Affaires étrangères. Non, c'est le Premier ministre, ouais, avec la Guinée et le Mali. Le Premier ministre et Joachim de Tambela peut bien user de son aura, de son pouvoir pour pouvoir faire cela. Ce sont des France-Africains qui sont encore à la justice et ces derniers devaient être dégagés le plus tôt possible pour faire un bon gouvernement au niveau du Burkina. Je vous remercie.
Merci à vous également, très cher appelant depuis le pays des hommes intègres. On reste au téléphone. Alors, je crois que c'est Abou qui nous appelle. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, vous m'écoutez? Abou d'Angleterre. Abou, bonsoir. Bonsoir, mon très cher frère Bachir Ladan. Bonsoir. Je suis tellement content de te revoir ce soir. Oui, c'est le frère depuis l'Angleterre. Il confirme que vous êtes le meilleur journaliste du monde. Je salue tous vos invités de marque, en particulier le prince ici, Badakede. Et Bachir, avant toute intervention, je demande à la justice burkinabé de libérer sans condition le frère combattant Podassé et que, comme on ne cessera jamais de le répéter, en ce plein 21e siècle, l'enjeu est que on est des êtres humains à part entière comme les Européens, comme les Français. Quand les Français commettent des gaffes, on se rappelle au Tchad, Nicolas Sarkozy a dit que j'irai les chercher, peu importe ce qu'ils ont fait, et c'est ce qui s'est passé. Il est allé les chercher sans un procès, et ils n'ont jamais connu la prison. Et partout, la France a commis des gaffes, ça a été pareil. Donc, c'est pas une parole lancée en l'air du combattant qui va le mettre en prison en ce plein 21e siècle, quand nous savons que c'est la liberté d'expression. Je ferme cette parenthèse. Maintenant, si concerne la problématique de ce soir, nous sommes vraiment éclairés encore une fois de plus parce qu'un Africain qui tombe, c'est un Africain de trop. Vous comprenez, 70 soldats en ce moment-là où nous tous nous savons que juste la présence de Wagner seulement pouvait effrayer tous les Français qui sont venus attaquer pour tuer ces 70 soldats-là. On a dit au président burkinabé de ne pas hésiter, même si elle prend les armes avec la Russie, mais d'emmener Wagner, parce que Wagner est l'antidote. Ça veut dire que c'est le fétiche qui effraie ça dit que c'est l'épouvantail qu'on met dans le champ des riz pour chasser les oiseaux. Donc dès que Wagner est là, les Français vont plus agir, donc au moins il y aura moins de pertes. Parce que c'est ce que nous voulons faire, l'économie des morts. Nous ne voulons pas 70 morts. 7 morts au moins on peut comprendre. Donc c'est là notre mécontentement. Nous sommes vraiment mécontents parce que nous disons que ça ne sert à rien de chercher à prouver qu'on est fort en ce moment-là. Quand on a une solution de court terme qui est d'utiliser les sociétés de sécurité privées russes. Et c'est ce qui marche. On a vu les résultats partout. Donc il ne faut pas hésiter. Il faut choisir ces solutions de court terme. Après, les Burkinabés vont se former et ils vont sécuriser leur territoire. Mais en court terme, il faut utiliser ce qui a déjà marché en Centrafrique, ça a marché au Mali. Donc pourquoi pas au Burkina? Bachir, je vous remercie. C'était M. Abou depuis l'Angleterre. Bonne continuation. Bye bye, Foblan. Merci à vous également, M. Abou depuis l'Angleterre. Barthélémy Zaongo, que peut le Burkina aujourd'hui face à cette montée des terroristes, montée en puissance? C'est vrai que de l'autre côté, on nous apprend cette montée aussi en puissance des forces armées de la République du Burkina Faso. Mais bien, alors que peuvent les autorités actuelles pour mettre un terme définitif à ces actes de terrorisme? Donc, pour les téléspectateurs, la réponse c'est que ce n'est pas le cas de l'arrestation effectivement. Alors, ce matin, en conférence de presse, à l'appel du collectif des leaders panafricains, ce matin, on a beaucoup parlé déjà, on a parlé c'est un ami, objectivement, on a fait beaucoup de conférences de presse ensemble. Donc, c'est l'occasion encore pour moi de remercier tous ceux vraiment qui demandent actuellement sa population, tous ceux vraiment qui sont de près avec lui. Parce que Podassé, c'est l'un des activistes panafricains les plus suivis et sur les réseaux sociaux à l'heure au Burkina. C'est l'un aussi, l'un des précurseurs vraiment de la libération géomilitaire, parce que voilà, le départ de la force a vraiment attiré aussi fort vraiment de Podassé. Donc, ce n'était pas une oubli, je tenais vraiment voulais revenir là-dessus, en tout cas, la dernière, comme les défenseurs ont déjà c'est un ami, on s'était également, donc je pense que ce soit quelque chose et c'était pas en fait, voilà. Donc le cas de Podassé était vraiment sur la table, donc il faut
vraiment gagnerait à redynamiser le moral du groupe. Parce que, comme je le disais tantôt, le Burkina actuellement ne peut pas aller seul et puis gagner cette guerre sans le soutien du Mali, sans le soutien géostratégique du Moscou. Alors, c'est comme je le disais tantôt, tant qu'il n'y aura pas un cataclysme géopolitique au niveau du Niger, parce que le Niger est tel que le président est en train de dire, parce qu'actuellement, il y a une floraison de bases militaires au Mali. Pas au Niger, il y a une floraison de bases militaires. Les Américains sont là et Barkhane s'est localisé au niveau du Niger. Alors, donc, le Burkina et le Mali, même si l'Azawad, même si le Mali réussissait à exterminer les terroristes de l'Azawad qui sont sponsorisés par les Occidentaux, le Niger est toujours là. Le Niger va toujours, l'Occident va toujours utiliser le Niger. L'Occident va toujours utiliser le Niger pour attaquer et contre-attaquer les efforts consentis par les deux pays, à savoir le pays du Goïta et le pays de Ibrahim Traoré. Donc, incessamment, à court terme, c'est remonter vraiment le moral des troupes. Et en tout cas, parce que le Burkina, le peuple est derrière le président Ibrahim Traoré, et en entendant vraiment que des actions concrètes soient menées au niveau des trois pays et pour vraiment redynamiser les trois forces, parce que c'est vrai, on ne peut pas attendre aussi. Le soutien de Moscou sera peut-être sur le plan géomilitaire, sur le plan logistique. La Russie n'a pas aussi les mêmes moyens que l'Occident. Dans tous les cas, l'Occident n'est même pas là pour nous, l'Occident. Et quand chaque fois ici, d'aller voir les Russes, d'aller voir les Occidentaux pour les questions de développement, et ils le disent de façon beaucoup plus hypocrite parce qu'ils savent que l'Occident ne peut pas contribuer à notre développement. L'Occident n'est même pas là pour nous développer. Donc, tous les pays ne sont pas en Afrique pour nous développer. Donc, si les gens disent que la Russie ne peut pas intervenir sur les questions de développement, ce n'est pas l'Occident qui le fera. Donc, je pense qu'en entendant que Moscou vraiment nous vienne en aide, parce que c'est comme je le disais tantôt, la guerre n'a pas encore commencé au Sahel. Il faut qu'on enlève vraiment cet esprit-là. Les Africains doivent se mettre à l'esprit que l'Occident va jouer cette dernière partie au niveau du Sahel. En entendant qu'il y a vraiment des bases conséquentes en appui de logistique de Moscou, en entendant que les trois pays arrivent vraiment à mettre en place une force conjointe, il faut nécessairement qu'en tout cas, il y ait une cohésion au niveau de l'armée, parce que c'est très important. Lorsque vous devrez aller en guerre, que vous êtes déjà unis, je pense que déjà c'est un acquis, et je pense que ce que le jeune président en train de vouloir faire, c'est déjà énorme, et je pense vraiment que c'est l'heure vraiment d'essayer, parce que on n'a pas les mêmes moyens que les Occidentaux, on n'a pas les mêmes moyens que les terroristes. Ce que les terroristes ont comme logistique, peut-être que la nôtre n'en a pas. Donc, mais ce qu'on a, c'est comme la ministre des Affaires étrangères a eu à dire, nous, nos Wagner, ce sont nos SDS, ce sont nos PDP. Donc, en entendant que nous ayons vraiment ce qu'on a comme logistique, c'est de façon que actuellement, ils ont déjà commencé à payer des armes, ils ont payé des munitions avec des hélicos avec la Russie. Non, mais l'arme, en ce moment, l'arme aussi a des limites. Voilà. Indépendamment de la réorganisation de l'armée, il va falloir peut-être trouver une autre approche, voilà, voir dans quelle mesure il peut négocier avec les groupes terroristes, parce que les groupes terroristes actuellement, ce sont des flux qui sont de Burkina. Donc, il faut trouver aussi notre approche, parce que à chaque fois, pendant les négociations, on pourra trouver une issue à nos crises internes. Voilà, donc, grosso modo, c'est ça qu'il s'agit. Et indépendamment de ça, il va falloir que nos États placent la barre très haut. Parce que ce qui s'est passé en 2019 n'a pas réussi parce que le monde entier, les Africains, Afrique médias, Forum médias, tout le monde s'est mobilisé contre l'agenda du bloc occidental, contre l'agenda machiavélique du nouvel ordre mondial. Alors, ce qui est en train de se préparer pour 2025, c'est à peu près la même chose. C'est pour qu'il y ait encore les pays sur le plan économique, sur le plan géopolitique. Donc, il va falloir qu'on se prépare. Parce que lorsque économiquement vous êtes faible, ce sera vraiment compliqué pour vous de contre-attaquer sur certains aspects. On va vous demander beaucoup de choses et que vous ne serez pas vraiment en difficulté. Donc, moi, je pense qu'il va falloir commencer à placer la base. Comment Goïta doit commencer à inscrire des jeunes leaders, des jeunes qui peuvent être présidentiables.
former beaucoup de partis politiques, former la jeunesse. Pour dire que dans 20 ans, dans 30 ans, ça sera toujours des jeunesses, des panafricains qui vont diriger. Sans cela, c'est comme je le disais tantôt, la dernière fois, moi je ne pouvais pas imaginer qu'au Ghana, un traite encore allait revenir au pouvoir avec tout ce que le président ghanéen, l'ancien président ghanéen, John Berry a eu à faire. Donc, tout cela doit nous donner des leçons. On doit vraiment placer la barre très haut parce que l'Occident est dans un déclin relatif. L'Occident n'est pas encore tombé. Voilà, il faut que les Africains le sachent. Voilà, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est vrai, c'est bon, ça participe à l'éveil des masses populaires, ça participe vraiment à bouger. C'est l'un des piliers qui a contribué vraiment au départ des forces étrangères au Mali comme au Burkina Faso. Mais cela n'est pas suffisant. Il faut des théories du pouvoir, il faut placer la barre très haut, il faut conscientiser les jeunes leaders qui vont prendre les jours, pérenniser encore les acquis qui sont en train de s'opérer au niveau du Burkina comme au niveau du Mali. Pour Barthélémy Zaongo, Jonathan Batengene, un dernier mot avec vous et on ressort. Finalement, est-ce que c'est le départ de sabre qui laisse un vide et qui permet aujourd'hui aux terroristes de poser ces actes du côté du Burkina Faso? Le départ de sabre ne laisse pas un vide, mais le départ de sabre amène la jeune française à se repositionner à travers des acteurs de proxy, des acteurs intermédiaires qui sont en fait les terroristes dans le Sahel. Et l'action de harcèlement, l'attrition contre les forces armées burkinabées n'est que l'image de ce qui a été fait déjà au niveau du Mali. Souvenons-nous qu'au départ de la force Barkhane, les attaques terroristes se sont démultipliées sur le territoire du Mali. C'est la même méthode qui est utilisée au niveau du Burkina, donc c'est les mêmes acteurs qui sont derrière ces terroristes. Le peuple burkinabé doit comprendre que désormais il n'est plus l'heure à tergiverser. Les leaders de la société civile, les leaders politiques doivent faire front, doivent faire bloc. Tous ceux qui sont souverainistes, panafricanistes doivent faire bloc autour de la libération de Nestor Podacier. Il faut que la jeune française trouve devant elle des hommes décidés comme Nestor Podacier pour qu'ils comprennent que désormais en Afrique il y a des leaders qui sont capables de prendre des risques comme De Gaulle l'avait fait contre Hitler au niveau de la France, contre Pétain au niveau de la France. Au niveau du Burkina, il y a des jeunes qui ont cette capacité, qui ont cette âne, et Nestor Podacier en fait partie. Donc, il doit faire bloc autour de lui et demander sa libération. Il n'est pas question de l'entendre, ni de le mettre devant une parodie de justice pour des propos tenus qui sont en cohérence avec tout le discours que Nestor Podacier a toujours tenu sur les antennes panafricanistes. Et ça ne lui a jamais valu d'interpellation. D'ailleurs, beaucoup de leaders politiques burkinabés nous ont fait comprendre que Nestor a raison. Oui, s'il a raison en disant que la monnaie nazie, c'est le franc CFA, que les méthodes du compte des opérations en France, c'est des méthodes nazies. Mais ça veut dire que la jeune française est sur les méthodes du nazisme, donc elle-même, elle est nazie. Et pourquoi, quand il défend la liberté du peuple burkinabé, il devrait être mis devant un tribunal? Ceux qui sont avec la jeune française, nous leur disons, les Pétains ont existé en France, là où ils vivent. Il s'agit particulièrement des hommes comme Max Sommet, c'est un des activistes de la jeune française. Il se passe pour docteur. Nous savons que les Pétains étaient des généraux. Il était même maréchal quand il prenait le pouvoir. Mais il était un coopérant de la jeune française. Il était en France. Il était sur le territoire de la France. Les gens comme lui ne sont pas nouveaux. Tous les traîtres du Burkina, ils ne sont pas nouveaux. Qu'ils soient rassurés. Nestor va être libéré et ils auront affaire à des millions de Burkinabés aussi décidés que Nestor. Plus jamais le larbinisme n'aura la capacité de nous inquiéter sur le territoire de Kama, notre terre, l'Afrique. Merci à Jonathan Batengene, à Barthélémy Zaongo et à tous nos nombreux appelants. J'espère que d'ici demain, notre Skype va reprendre, bien sûr, comme toujours. Je le dis pour ceux qui nous appellent par là, c'est-à-dire Galocélie et bien sûr notre ami Jean Sacpono qui ont essayé de nous joindre. Malheureusement, ça n'a pas été le cas aujourd'hui. Ce n'est que partie remise. Bonne suite des programmes sur les antennes de Foyou Média Africa.